Bonjour Georges-Marc Benamou, Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain bien sûr. Dites-leur que je ne suis pas le diable. C'est François Mitterrand qui vous a dit ça. Votre livre Le Dernier Mitterrand avait été un événement et là, vous allez plus loin encore et vous nous racontez cet homme, au moment où il va disparaître, ce qu'il va laisser et ce qu'il veut dire à l'histoire. Oui, 20 ans après sa disparition, ce centenaire, j'ai voulu publier une dizaine d'entretiens. Je l'ai vu près de 100 fois dans ces 3 dernières années pour rédiger ces mémoires interrompues que nous avons écrits ensemble. J'ai retrouvé une dizaine d'entretiens qui nous parlent au fond d'aujourd'hui et qui m'ont beaucoup troublé. C'est ces entretiens et ces rencontres que je revisite quand il parle de l'Europe, Il en parle tout le temps, il dit « vous verrez cette Europe ». Moi, je ne la verrai pas, mais il y croit. Et effectivement, je restitue les conversations des années 92-93. Rappelez-vous le fameux débat avec Philippe Séguin qu'il va préparer, ses convictions chevillées au corps. Je me pose des questions, il nous parle de la gauche d'hier, ses disputes avec Jospin, la génération Hollande, la génération Valls. Il dit vous verrez, c'est une génération de notables de province qui va diriger la France. C'est assez saisissant. Il décrit par exemple, dans un passage, la fragilité des petits présidents. Après moi, il n'y aura plus que des petits présidents, des comptables. Et il nous parle de ces petits présidents qui auront des problèmes, comme les présidents de la 4ème République, avec leur propre majorité. Ça vous rappelle rien, la réforme du Code du travail. Disons que je ne dis pas que c'était un saint ni un extraordinaire visionnaire, mais il était assez prophétique de ce point de vue-là. Il dit par exemple de Sarkozy, ce type n'est qu'un petit cynique. Oui. Il ne disait pas la même chose de Juppé. Il avait beaucoup de respect pour Philippe Séguin, dont il pensait qu'il était le meilleur. Il nous parle aussi de la fragilité des démocraties. Il disait surtout que Juppé était beaucoup plus intelligent que Chirac. Oui. C'est un compliment. Oui, en fait, Mitterrand, y compris dans la maladie, et c'est la nostalgie que j'en ai, et qu'en ont certains, c'est tant d'intelligence et tant d'humour, toujours. Même tenaillé par la maladie, par le cancer, cette pointe d'humour prodigieux, romanesque. Au fond, c'est un personnage de roman. Oui, vous dites qu'il avait fait de son corps un monument national. Oui. Vous êtes dans la chambre mortuaire rue Frédéric Leplay, après évidemment sa mort. Vous allez rester longtemps seul avec ce gisant et vous découvrez sur une table à côté des exemplaires de ce magazine que vous avez dirigé qui s'appelle Globe, avec en tête un titre « Tonton ne nous quitte pas ». Cette fameuse couverture, on voyait son profil qui avait fait la campagne de 88, qui avait créé un petit mouvement populaire d'artistes, etc. Et c'est vrai que c'était posé là, c'était une sorte de signe d'outre-tombe, laissé là. Et c'est au fond l'attachement qu'il avait à ce journal-là, qu'il avait à Berger, à moi, à la bande un peu hirsute qui l'avait soutenu. Oui, c'était un... Il voulait réussir sa mort. Il vous dit à un moment, on ne sait même plus comment De Gaulle est mort. Oui, je crois que De Gaulle, pour lui, avait réussi son entrée fracassante dans l'histoire le 18 juin, et c'était incomparable, il ne pouvait pas faire mieux. Et lui, j'avais le sentiment qu'il voulait réussir sa mort, la scène de sa mort, les adieux, cette cérémonie des adieux très longue qui a duré plus d'1 an, le Parlement européen, plus tard l'adieu aux socialistes, la révélation de Mazarine, le règlement, si je puis dire, de la question Vichy, son testament, sa retraite, en fait, cette cérémonie étrange, la scène, le fameux dernier réveillon, son voyage en Égypte. Ce fameux réveillon aux ortolans qu'on vous a reproché, les proches vous ont traité de Judas. Oui, je confirme effectivement. Il a bien mangé des ortolans. Absolument, ce qu'a dit Roger Hanin. Roger Hanin a monté cette sorte de farce pour démentir et pour protéger Mitterrand. Parce qu'il était interdit de manger des ortolans, selon la législation européenne, et aussi, à mon avis, parce que c'est pas très bien vu de manger du caviar. C'est un caviar imaginaire, l'ortolan, pour un président de gauche. En tout cas, je confirme que cette scène s'est bien passée. Roger Hanin, en 2001, dans un livre publié aux éditions Grasset, a dit finalement Benamou avait raison, et je crois que ceux qui s'acharnent à nier cette scène veulent préserver peut-être outrageusement la mémoire de cet homme finalement très libre. C'est cette liberté étonnante comparée au petit président d'aujourd'hui qui donne tant d'épaisseur à ce personnage qui est à la fois un vieux chef gaulois et aussi un formidable Casanova. Moi, c'est ce mélange-là qui m'a Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression, et vous le dites, qu'il est
il est l'organisateur, le metteur en scène de tout. Vous dites même, par exemple, la photo de Gisant, cette fameuse photo qui va être tant reprochée, on va rechercher quel était le traître qui avait fait cette photo. Vous dites c'était un proche en réalité de Daniel Mitterrand qui avait fait cette photo, il y aura beaucoup de personnes qui seront accusées. Vous dites au fond, j'ai l'impression que c'est Mitterrand qui avait organisé ça lui-même. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Georges Simenon, j'ai mené cette enquête au fond, hein, comme une enquête. Et j'ai l'intuition, effectivement, que j'en ai pas les preuves, que cette photo, cet homme qui exhibait son corps à la fin de sa vie et qui aimait tant les gisants de Saint-Denis voulait son gisant, non pas un gisant de pierre comme dans les cathédrales, mais un gisant photographique, comme la photographie de Nadar et photographiant Victor Hugo sur son lit de mort. Alors, avec Mitterrand, c'est toujours très compliqué, ce feu vert, feu rouge, des histoires, mais effectivement, j'ai l'intuition que cette photo a été voulue, comme a été voulue cette cérémonie étrange de fin de vie. Oui, et il dit, les affaires. Vous verrez, on va pas retenir ça de moi. Et puis il a cette force, évidemment, il a connu l'affaire de l'Observatoire, qui revient souvent, il en parle, comme d'un combat. Vous m'avez bien lu, en effet, c'est très étrange. On a tous partagé cette expérience, être auprès de quelqu'un d'âgé qui se pose la question, enfin, de sa postérité. Pas tout le monde, mais les personnages historiques, etc. Et c'était très étrange d'être avec ce vieux monsieur qui avait une seule frustration, c'est de ne pas connaître la notice du Larousse du XXIe siècle ou du XXIIe siècle concernant, et qu'il imaginait. Il y a quelque chose d'à la fois mystique et au fond très enfantin. Oui, mais sur cette affaire de l'Observatoire, vous dites, on a l'impression qu'il avoue je avoir été la victime consentante. À la fin de l'Observatoire, et malgré son orgueil et malgré ses démentis sur cette affaire qui est un vrai faux attentat monté par lui ou par les gaullistes, l'histoire tranchera. Effectivement, il avouait que cet attentat de l'Observatoire était un piège dans lequel il était tombé, qu'il avait été probablement une victime consentante. Je ne suis pas le seul à le dire. Un livre actuellement développe cette thèse, que c'était une réponse à une vengeance et à un attentat mené par Debré et l'extrême droite de l'époque contre le général Salan. Oui. En fait, ce sont, comment dire, des conflits balzaciens. Vous savez, les corsaires urbains de Balzac qui s'envoient les affaires dans les jambes, les affaires de Debré contre les affaires de Mitterrand. C'était pas, du point de vue éthique et normal d'aujourd'hui, très joli à voir, cette époque, il faut le dire. Oui, et alors, il dit, après le suicide de Pierre Bérégovoy, moi, j'ai connu l'Observatoire, moi, je suis resté debout. Il en veut à Pierre Bérégovoy de s'être suicidé. C'est une des nuits qui m'a frappé dans ma vie. Il revient de cette oraison funèbre de Pierre Bérégovoy, et sa secrétaire me téléphone en me disant « Le président veut dîner avec vous ». J'ai dit « Il y a autre chose à faire au soir de ce deuil ». Et il a organisé sur le boulevard Saint-Germain, dans un petit bistrot des années 60, du temps de l'Observatoire, un dîner d'anciens compagnons, de proches. Il y en avait un certain nombre qui l'avaient rameuté dans l'après-midi. C'était un dîner à l'ancienne. Et il en a beaucoup parlé de l'oraison funèbre, de ce discours des chiens, qui étaient les chiens. Et après, il m'a demandé il voulait marcher sur le boulevard Saint-Germain, nous avons marché tous les deux. Et effectivement, à la compassion de l'après-midi sur Pierre Bérégovoy, avait succédé une sorte de colère. Il a cédé. Moi, à sa place, je n'ai pas cédé. C'est une forme de traîtrise. La colère du général d'Empire, du maréchal d'Empire qui voit un de ses généraux. En plus, il dit tout ça pour ça. C'était pas si grave. Moi, je suis un combattant, moi, je n'aurais pas craqué. Oui. C'est un peu les dessous de l'histoire. Oui. C'est incroyable, c'est que vous le dites, et vous l'aviez dit, il cesse de s'alimenter, il organise sa mort, il la programme quasiment, il dit dans un fameux discours à la télévision, et vous en êtes témoin, je crois aux forces de l'esprit, il vous en parle après? Il m'en parle parce qu'on regarde ses vœux ensemble. Il rentre, nous sommes à Latch, c'est l'avant-dernier réveillon. Donc je regarde les vœux du président avec le président à mes côtés. Le président à mes côtés, il est moribond, et celui qui est à la télévision, il est maquillé, il est tout beau. C'est une scène ahurissante que je raconte dans ce livre. Et quand les vœux sont terminés, l'Assemblée est estomaquée. Comment a-t-il pu oser dire « de là où je serai, je resterai avec vous ». Enfin, une ambiance de deuil, une chape de plomb qui s'est posée dans la maisonnée de Latch. Et Mitterrand me dit « approchez, vous avez vu, j'ai osé écrire ça. Dans l'après-midi, ça venait pas. Et puis c'est venu.
j'ai osé. Il y avait une forme, effectivement, d'audace, absolument, de licence, finalement, mystique, religieuse, dans une république laïque, de dire cela. Et c'est un moment, effectivement, très, très bouleversant. Oui. De cette liberté-là, aussi, dont je parle. Un homme attachant, fragile. Vous racontez même qu'un jour, il va descendre en habit d'intérieur dans la rue, tout seul, rue Frédéric Leplay. On s'interroge sur son état mental. Il y a des moments un peu pénibles de la fin, effectivement. Il y a des moments un peu pénibles de la fin. Il est dans la rue, le président, il est dans la rue. Ouais. Je crois que son état se dégrade à la fin de 1995, donc quelques temps avant cette mort, que j'imagine être, c'est ce qu'a dit aussi ce journaliste anglais Short, qui a fait une très, très belle enquête, une mort volontaire, en tout cas, déclenchée volontairement, oui. Aujourd'hui, vous y pensez souvent, Georges Barbier d'Amour? Oui, j'y pense comme une chance formidable d'avoir, jeune homme, connu ce très vieil homme. Il faut dire que moi, j'ai connu Mitterrand à la fin. Je n'ai pas connu le monarque de 81. Vous racontez, vous l'avez croisé dans une librairie 12 ans avant. Pas profité du règne, j'étais un journaliste au quotidien de Paris, de Philippe Tesson. Vous disiez, dans quelques mois, il va être battu. Moi, j'ai connu le vieil homme, je l'ai connu comme un grand-père, je l'ai connu comme un père, je l'ai connu comme un vieil homme. Cette relation avec le vieil homme aussi, qui rend cette relation un peu singulière et très bouleversante. Oui, c'est une chance formidable. Une conception de la France. Il m'a appris la France, il m'a appris la littérature. Et il m'a appris à regarder la politique. Merci beaucoup, Georges Barbier d'Amour. C'est un livre vraiment passionnant, hein, très touchant. Dites-leur que je ne suis pas le diable, et c'est presque comme un roman. C'est du Mitterrand. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui.